présente du fin fond de Limoilou, le Geek contre-attaque avec Éric Lajoie, Simon Boucher et à la mise en onde, le légendaire Mikey T. Oui. Qu'est-ce que c'était? Il y a un fantôme dans la machine. Ah, il y a un fantôme dans la machine. J'étais sûr que c'était un borborigme. Mais il y a J'adore aussi... dire borborigme. Mais il y a aussi une émission le samedi, c'est-à-dire aujourd'hui, 31 mai. Oui, nouvelle édition des Geeks contre-attaque. Je me présente Éric Lajoie parce que je le fais tout le temps. Co-animateur légendaire et Hey! non, légendaire, c'est suffisant. Il y en a un légendaire ici, pis c'est moi. Oui, Ok. fait qu'on peut utiliser titanesque pour moi, ou peut-être Gargantuesque. incarnation du bien sous forme humaine. Parangon de Oui, perfection. Ok, donc Avatar de la magie et de la puissance. Simon Boucher. Bonjour. Bonjour. Michel Gauthier, l'unique légendaire, bien sûr. Merci. Et un grand retour aussi pour une chronique Maître Maheu. Salut Laurent. Oui, bonjour Eric, bonjour Mikey, bonjour Simon. Yes, donc hey, on commence ça, je pense, on va commencer ça en trombe. Sur les chapeaux de roue. Ben oui, tout à fait. C'est maintenant l'heure de vous informer. Voici les Geektualités avec Simon Boucher. Oh, nouvelle de dernière heure, on m'annonce à l'instant que par rapport de rapper, ça a très mal vieilli. Ah? Ah oui? Ouais. Ben j'aime ça, moi. Ben c'est voilà. encore drôle. Kick, punch, it's all in the mind. Je me souviens encore. Mais imaginez une nouvelle version, mettons Kinect. Ah, ça serait drôle. Ah oui, un genre de Dance Central parapapapap de rappeur. Ah oui, si t'articules pas les mots comme du monde, tu l'as pas. Oui, avec de la reconnaissance vocale et de mouvement. Fait que quand tu fais le punch, faut que tu fasses le punch et que tu le dises. Par rapport à rapport. Un classique du PlayStation 1. Mais ce n'est pas dans les geektualités. Non, ça n'est Non. surtout pas dans les geektualités. Simon, qu'est-ce qu'on a? Plein de choses. Tiens, on va commencer comme peut-être un petit peu de cinéma, Ok. télévision et autres, parce que je pense qu'on a vraiment de catégories pour ça plus tard en émission aujourd'hui. Premièrement, Indépendance Day 2. Ça en vient toujours. Ouais. Inquiétez-vous pas, il va être là un jour. Ils ont juste décidé de le réécrire pour la 65e fois. C'est nécessaire, ça? Oui. Oui. Oui, parce que, tu sais, faut que ton explosion, elle ait la meilleure ligne de dialogue possible. Ouais. Donc, une fois de plus, ils sont retournés directement au banc de l'écriture. Ah, voilà. Au banc de l'écriture pour refaire le script d'Indépendance Day 2. Voilà, Ok. c'est dur à dire. Ouais, c'est ça. ID42. Oui. ID42, dans le fond. Hmm. Oh. Ouh. OK. Et puis sinon, je crois que j'en avais déjà parlé un petit peu dans le passé parce qu'il y avait des rumeurs, mais c'est confirmé. Roland Emmerich, Stargate trilogie, nouvelle trilogie de Stargate s'en vient. Est-ce que ça va être un reboot? Est-ce que ça va être une réimagination? Est-ce que ça va être une continuité des séries existantes? Parce que là, bien sûr, suite au film, on a eu SG-1, la série, on a eu Atlantis, on a eu Universe. Est-ce qu'on va bâtir là-dessus? Est-ce qu'on va ramener des personnages semi-morts? On va recommencer à zéro? Moi, j'ai l'impression qu'on va rebooter. Ouais, j'ai l'impression qu'on fait qu'à la Star Wars, il n'y a plus d'Extended Universe, ils vont repartir le canon, entre guillemets, à neuf. Oui, surtout que là, on parle d'une trilogie de films, donc il faut qu'ils se gardent la place. Ouais. Donc, on va probablement recommencer complètement à zéro. Ok. Mais on verra, j'avais adoré le premier film. le premier film était excellent, même pour le peu que j'ai écouté des séries, c'était très divertissant. Mais les deux premières saisons de SG-1 étaient bien. Mais par la suite, j'ai comme décroché. J'ai voulu suivre Universe, c'était très intéressant, ça a parti en zigzag, puis au moment où c'était devenu bon, c'est au moment où ils avaient décidé de le canceller. Fait qu'ils ont fait une très belle fin pour dire c'est une émission cancellée, mais peut-être avec un peu de chance, si jamais on a l'argent, on va recommencer. Là, faut qu'on traverse un gros bout de l'univers qui va nous prendre 150 ans, fait qu'on met tout le monde en stase. Fait que ça mettait tout sur pause. Ça permettait de dire qu'un jour on peut y retourner, mais probablement pas. Bon. Est-ce qu'on reste dans l'espace? Ben oui. 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 On reste tout le temps dans l'espace, en fait. Notre planète est dans l'espace. C'est là qu'on habite. Hein? Pourquoi j'ai pas mon passeport de l'espace? Non, c'est une vraie question. Mais Oui. cette semaine même, pour dire, il y a là, quelques jours seulement, SpaceX, Oui, la compagnie cofondée par Elon Musk de Tesla Motors, vient d'annoncer son nouveau module qui s'appelle le V2, le Dragon V2, qui est un module où ce qu'on peut mettre donc des astrocosmos. C'est quoi la différence entre un astronaute et un cosmonaute?
Est-ce qu'il y en a un qui vient du Cosmodome? Ou... Je pense que la différence, c'est dans les lettres que tu utilises pour écrire le mot. Non, je suis sûr qu'il y a une différence avec la hauteur qu'ils vont, quelque chose de genre. Mais bon, donc, un module qui peut être habité, qui est donc fait pour être lancé, se connecter à la International Space Station et revenir. Ce qui est extrêmement intéressant, suite au fait que les Russes ont déclaré que, suite aux actions des Américains, avec l'histoire de l'Ukraine puis de la Crimée, ils allaient couper l'accès aux Américains vers la Station Spatiale Internationale à un certain point. Donc, les États-Unis n'ont pas le choix d'aller se tourner vers leur propre privé pour pouvoir remplacer le travail qu'ils peuvent plus faire par les Russes. Donc, avec un peu de chance, on a quelque chose d'intéressant ici. Quoi que ce décret-là de la Russie, ça n'a pas été unanimement reçu par les résidents de la station spatiale présente. Là. Je sais qu'il y avait les Russes qui étaient sur la station spatiale avec les autres collaborateurs internationaux. Ils n'étaient pas d'accord avec ça du tout, puis ils travaillent encore ensemble. Parce que si tu écoutes des entrevues faites avec des gens qui ont été sur la station spatiale internationale, il y a presque ou peu de tension internationale sur la station, parce qu'une fois que tu es dans l'espace puis que tu vois la Terre sans frontières, sans lien, ce concept-là s'effondre complètement. Fait que c'est quelque chose que j'ai entendu répéter au moins dans 2 ou 3 entrevues par des gens qui sont allés sur la station spatiale internationale et des personnes différentes. Donc, c'est sûr que eux, ils comprennent pas ça, parce que c'est un point de vue. Rendu là, c'est international, ça n'a plus rapport à la Terre, c'est ça. Mais oui, politiquement, sur Terre, nous, on reste dans nos petites affaires, donc ça ne change pas. Donc tout le monde devrait aller dans l'espace, ça serait bénéfique. C'est pas bénéfique, c'est essentiel. C'est essentiel. J'ai trouvé ça, c'est vraiment un bon petit blog. C'est, vous savez, le Mars One, qui va envoyer des gens sur Mars, puis qui avait reçu 25-50 000 applications, qui ont fait un premier tri de plusieurs milliers. Puis bon, c'est l'histoire d'un candidat que lui a passé le premier processus. C'est il étudie je pense que c'est en biologie de la plante, quelque chose de genre. Et puis, c'est un blog sur chaque fois qu'il y a une nouvelle partie du processus, où ce qui est rendu, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Je vais vous trouver le nom, je vais vous l'envoyer sur la page Facebook. Oui, c'est très intéressant. Il écrit pas souvent, fait que vous mettez dans vos fils RSS puis vous le checkez une fois de temps en temps. Mais c'est très 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 intéressant. Ben oui, avec un voyage aller seulement sur Mars, c'est en train d'arriver pour vrai. Là. Je sais pas si on réalise-tu là qu'il y a du monde qui sont en train de se préparer pour y aller puis jamais revenir. Là? Moi, je le ferais. Je sais pas. J'ai pas les capacités, j'ai probablement pas les connaissances techniques et les aptitudes physiques pour le faire. Mais quelqu'un me offrirait la chance, je le considérerais grandement. Là. Mais c'est certain qu'on m'offre la chance de mettre la pied sur une autre planète. Évidemment que je dis oui. Le trouble, c'est que je vais pouvoir le compter à quelqu'un après. Si je m'en parle à moi-même tout seul en mangeant des pilules puis de l'eau distillée, c'est comme... Ah, mais regarde, t'as l'esprit du pionnier ou tu l'as pas, Eric? Ouais, probablement c'est ça. Hey, on s'en va-tu vers des choses plus légères? C'est quoi de plus léger que l'espace, mais bon. On va parler d'un film que t'aimes bien. Je sens le sarcasme. Non, c'est vrai. Non, pour vrai. C'est vrai. Pense à un film des années 80 que t'aimes beaucoup, puis que t'as parlé souvent, puis qui est simplement le nom du personnage principal. Okay. Si je vous dis Remo Williams. Oh! Ouais, l'aventure continue. Effectivement, mais là, c'est l'aventure commence. L'aventure commence, ouais. Et voilà, il va y avoir une réédition de ton film fétiche en Blu-ray avec une pochette style 70. Donc, si vous voulez savoir pourquoi Éric Lajoie est bizarre de même, vous avez une bonne opportunité de le faire. Ouais, en passant, Remo Williams, c'est la tentative pathétique d'une autre compagnie de cinéma de reprendre le succès des James Bond, créer un nouvel héros espion. Et ça a été un flop monumental, mais c'est quand même drôle parce qu'on fait ça plus léger. Il y a vraiment des bonnes blagues, mais il y a aussi beaucoup d'humour accidentel. Une gemme précieuse que je suggère à tout le monde. D'accord, Remo Williams. Ouais. Dont un vieux maître chinois joué par un Américain avec beaucoup de maquillage, qui est un stéréotype qui marche. C'est hallucinant. Donc, on continue. Oui! Hey! À partir de maintenant, les policiers du NYPD, la police de New York, vont se promener avec de la drogue. Hein? Bon. Oui. OK. Sur eux. Peut-être pas tous les policiers, mais plusieurs unités vont être équipées d'un médicament qu'on appelle le naloxone, pardonnez-moi, et qui est une sorte de succédané de l'héroïne pour injecter ça lors d'overdose, c'est une drogue opposée qui va faire un contre-effet. Et donc mais si tu la prends tout seul, c'est considéré comme une drogue aussi. Donc c'est une drogue qui se bat contre une autre drogue. Donc ils vont se promener avec une drogue qui a une durée de vie environ 2 ans sur eux pour si jamais ils tombent sur un cas d'overdose d'héroïne qui semble être un problème fréquent à New York selon le communiqué de presse, bien ils vont pouvoir sauver des vies. Mais en faisant ça, ils sont techniquement des criminels.
Non, mais c'est pas, ben, ils la vendent pas. C'est pour usage personnel, OK? Tu peux peut-être essayer de faire passer ça dans certains états pour le pot, mais l'héroïne, c'est une catégorie complètement à Non, part. c'est sûr. Comme des Mais coups, là, ici, c'est comme si on irait arrêter les hôpitaux parce qu'ils ont de la morphine. Ouais, c'est comme si les pompiers se promenaient avec des lance-flammes. Oui. Parce qu'il faut combattre le feu par le feu, Eric, t'as pas compris. C'est bon. Mais oui, ben c'est ça. Non, il s'en c'est- passe des choses. Oui, mais il se passe d'autres choses aussi. Ah ouais. Dans le genre de... Dans le genre, est-ce qu'on parle de James Cameron? J'aime toujours parler de James Cameron. Oh, James Cameron, il est encore sous la mer présentement ou en train de préparer 12 autres suites à Avatar? Là, il est en train de faire quelque chose relié à Avatar, mais c'est pas Avatar 2. C'est-à-dire, hein? Il est en train de collaborer avec le Cirque du Soleil pour faire un show basé sur Avatar. OK. Ben, Plutôt que faire le 2 puis le 3, c'est peut-être une meilleure manière, là. Je veux dire, ils vont faire une histoire du Cirque du Soleil basée sur Pocahontas. Excusez-moi, je voulais pas dire Space Pocahontas. Bon. Space Pocahontas. Donc, préparez-vous, à défaut d'avoir les films, on va peut-être avoir des acrobates qui vont faire des backflips sur Broadway. ben oui, la transition est très à propos parce que c'est un film très aérien avec les bébites, puis ça vole, puis ça virevole, Ouais. puis tout. Puis Oui, bon. c'est des genres de créatures chats qui peuvent faire des backflips. Ben oui. Ouais, puis en plus, ils vont probablement avoir les versions des navis comme énormes, puis les humains normales. Avec des grosses marionnettes. Puis vas-tu faire des backflips avec un roulante? Je sais pas s'ils vont avoir le personnage dans le... Non, c'est de la contorsion pour rembarquer sa chaise roulante. Ah, ok. Mais on va aller vers quelque chose de plus sérieux, parce C'est-à-dire? qu'on peut pas passer à côté. Cette semaine, Google a annoncé un prototype d'un véhicule. Je suis sûr que vous en avez sûrement entendu parler. Non, vous me regardez avec des yeux vides. Mais un- le Google Car depuis une couple d'années, là, mais je veux dire, c'est quoi le prototype? c'est ça, c'est un véhicule, c'est vraiment le prototype physique de leur voiture qui se conduit toute seule, qui vient sans pédale d'accélération ou de frein, qui vient sans volant. C'est tout simplement une cabine, ça ressemble environ à une petite Smart. Ok. Tu t'assieds à l'intérieur, puis selon des informations que tu lui rentres, ben elle s'en va du point A au point B. Donc, on s'en proche de plus en plus. Le Total Recall, avec Oui. le rang de pilote qui disait des répliques Mais- des blagues. Juste par la suite, l'Europe demande que les véhicules sans conducteur, eux, soient conduisibles si jamais il y a un accident ou quelque chose du genre. Donc, Google vient d'annoncer un prototype. L'Europe réagit tout de suite, l'Union européenne, en disant, ben, s'il y a des véhicules qui sont pas conduits, ben, il faudrait qu'on soit capable de les conduire parce que si jamais l'ordinateur, il meurt. Fait que voilà. Ah, ok. Il faut qu'il y ait un mode analogue en Oui. cas de faute. Pourtant, on ne demande pas de mode automatique si jamais le pilote d'une auto normale meurt en conduisant. Non, mais... Ben, c'est dangereux, ça aussi. Tu fais une crise cardiaque au volant. C'est sûr, c'est peut-être dangereux mourir. Oui. Tu sais? Si tu veux des évidences de même, là, Mais j'en dans ce ai plein. cas-ci, pas juste pour toi. Ouais, c'est sûr. Mais non, ok, donc, il faut qu'ils rajoutent la vieille technologie à l'intérieur de la nouvelle technologie pour que ça Peut-être juste soit... en Europe, peut-être pas juste en Europe. Parce que là, Google a plusieurs petits problèmes avec en Europe. L'Europe qui fait des grosses pressions pour avoir le droit d'être oublié. Ici, on parle, parce que sur Internet, si on fait une grosse différence entre notre monde analogue puis le monde sur Internet, nous, on se rappelle des choses pertinentes puis importantes. Les petits détails deviennent flous, les choses qui se passent. Mais sur Internet, tout se rappelle de tout, du début jusqu'à la fin. Présentement, j'ai beaucoup d'amis puis de la famille qui commencent à avoir des enfants. Puis là, la grosse question, c'est est-ce qu'on met des photos de ces enfants-là sur les médias sociaux? Puis il y a des gens qui disent, ben, sous aucun prétexte, mon enfant est trop jeune pour avoir donné son consentement pour que ces photos soient sur les médias sociaux. Puis de l'autre côté, il y a du monde qui met des photos de bébés tout nus directement sur Facebook pour à la grande vue de tous les pédophiles. Donc, il y a des gros questionnements. Qu'est-ce qui doit être oublié? Qu'est-ce qui doit être rappelé? Est-ce qu'après un certain temps, ces photos-là doivent passer à l'oubli? Si Facebook, dans 10 ans, est plus de profit puis se fait racheter par quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui se passe avec les choses? Donc, le droit d'être oublié, que les choses disparaissent, un peu comme les souvenirs avec le temps. L'Europe fait des grosses pressions. Google sont en train de devoir amener des politiques. Je crois que, je sais pas si tu les as suivis un petit peu, Laurent, ce qui s'est passé là-dessus. En fait, il y a un projet de loi, je sais pas s'il a été abouti, parce qu'évidemment, dans les tribunaux, les lois, tout ça, où, admettons que tu as un party de bureau, et on te prend en photo parce que tu portais une jupe, puis t'étais sous, t'es tombé, et le monde met ça sur Internet. Selon le projet de loi qui est en Europe présentement, on aurait le droit d'exiger à Google de ne plus référer au site. Ok. Donc, admettons ces que... images-là disparaissent des répertoires de recherche. C'est ça. d'images. Donc, évidemment, si je le mets sur mon blog, bon, tu peux me demander à moi de le retirer, mais ce projet-là forcerait Google à
ne plus pointer vers certains morceaux. Là, on dit, c'est le fun. Comme ça, si jamais cette photo-là, effectivement, est sur Internet, tu peux dire, pointe plus. Mais elle disparaît pas. Elle disparaît pas, mais le vrai problème, c'est que ce projet de loi-là a été fait, non pas pour toi, moi, notre futur enfant, ou quoi que ce soit. Votre Ça a été futur fait. enfant? Y a quelque chose que vous nous dites pas ou... Oui, Eric, t'es enceinte. Ah, Moses. Ah non! Alors, mais ce projet de loi-là a été surtout écrit par les grands médias. Oui. Donc, c'est pour protéger le contenu avec droit d'auteur que ça a été fait. Et probablement les réputations des compagnies qui ont assez d'argent plus qu'autre chose. Exemple, hier, on a un de nos amis qui a eu des problèmes avec une compagnie qui s'est passé 2 heures au téléphone. Il a écrit un tweet, il s'est fait répondre tout de suite. C'est probablement des choses pour que ces mauvais tweets-là ou ces mauvaises références-là puissent être faites oublier par les compagnies. Okay, que les compagnies puissent contrôler la critique négative de certains produits. En fait, déjà. c'est ce qu'on peut penser, mais le problème, c'est que Google serait obligé de le faire avant que la preuve ne soit démontrée. C'est un peu le problème qu'on a eu avec les takedowns sur YouTube il y a déjà une couple de mois. Ah, mais ça continue. Le problème persiste, c'est juste que les gens savent mieux comment se défendre ou quelque chose. Mais donc, les algorithmes automatiques retiraient ton contenu s'ils pensaient ou une compagnie faisait dire, je pense que ça me contrevient à mes droits, même si personne vérifiait, ton contenu t'est retiré avant que l'investigation soit faite. Et si vous voulez rire, lorsqu'on met le spectacle, le show des Geeks contre-attaque sur YouTube, on se fait régulièrement censurer les publicités. Alors, quand on a un extrait d'un album qui dit « Achetez un nouvel album de Marie-Mé » ou une chanson en arrière-plan qui dit « CKRL, fier partenaire », des fois, YouTube dit « Hop, cette tune-là, donc c'est obligé de censurer nos publicités. » Donc, ce que les gens font pour qu'on vende leur CD, souvent, c'est censuré. Donc, attends une seconde, là, Laurent. Là. Tu dis que les Geeks contre-attaque sont sur YouTube? Bien sûr. Mais c'est fantastique. Bien sûr, depuis déjà quelques mois, moi et Phil entretenons, particulièrement Phil, notre pyrologue, entretenons le site des Geeks contre-attaque sur YouTube avec chaque émission qui est remise, évidemment, c'est une image des Geeks contre-attaque avec 1 heure d'audio. C'est un problème qu'on avait eu avec nos podcasts. Après 3-4 épisodes, ils disparaissaient du site de CKRL, donc on les a sauvagement mis de côté et lentement, ils sont en train d'être intégrés à YouTube. D'ailleurs, pour tout le monde, on vous donnera plus de détails là-dessus sur la page Facebook. Mais d'ailleurs, parlant de droits d'auteur de YouTube et de Facebook... Ben oui. La chanson de la semaine! Alors, première chanson de la semaine, c'est Laurent qui... oui, c'est moi qui vais ouvrir le bal aujourd'hui. Cette semaine, j'essaie de faire l'inverse. J'ai brisé le moule. Au lieu de prendre... Oh non, mon moule! Au lieu de prendre une pièce d'un jeu qui a été reprise avec de l'orchestre ou quoi que ce soit, j'ai fait l'inverse. J'ai pris une pièce connue qui a été défaite, on dit demake en anglais, en chiptune. Alors, on va entendre un classique des années 80 que probablement qu'on adore tous, Take On Me du groupe A.H.A. Oui, très bon. Remixé par Looney à la chiptune. Oh, fait qu'on écoute ça et on va revenir tout de suite après au Geek contre-attaque. Et c'est parti.
On vient d'entendre un remake chiptune de Take On Me par A.H.A, ce succès des années 80, remixé par l'artiste connu sous le nom de Looney. Yes! Et non seulement on est de retour, mais on a comme d'autres petits trucs. Est-ce qu'il te reste encore quelques petites nouvelles dans ton sac en vrac de Geektualité cette semaine? Tu parles de mon sac à ma liste de Geektualité infinie pendant que, on the side, je suis en train d'écrire des noms de choses. Oui, il faut juste que je retourne dans mon sac. Ah, ok, il retourne dans son sac, mesdames et messieurs. Regarde, non. À deux mains. À deux mains. Ouh. Ah bon, voilà des petits détails qui sont sortis cette semaine. On a vu ceux qui ont eu la chance de regarder ça. Un magnifique prototype que Microsoft a sorti. C'est un Skype qui traduit automatiquement, au fur et à mesure, dans d'autres langues, des conversations. Ouais, c'est le real time, là, c'est Ouais. pas... Ben, il y a un petit délai, bien sûr, parce que bon, faut que tu le calcules. Ça vient un petit peu avec la mode, justement, des réalités et des traductions instantanées. Il y avait une belle application qui a été achetée, d'ailleurs, je pense, c'est par Google récemment, qui, elle, tu prenais une photo et traduisait le texte des pancartes. Donc, tu utilisais ton téléphone cellulaire avec la caméra, tu pouvais regarder une pancarte, et s'il était capable de reconnaître le texte, la reconnaissance de texte changeait le texte pour quelque chose de lisible dans la langue que tu voulais. Okay. Donc, c'est quelque chose de super intéressant dans le super futur. pratique. Oui. J'imagine Sur juste pour les non-voyants. Oui, puis imagine sur Xbox One, t'es en train de jouer à Call of Duty avec un Russe, puis là, tu décides de connecter avec lui par Skype pour insulter sa mère, et puis ça va le traduire en russe. Maintenant que Skype est dans la Xbox One, moi, je ne vois que des possibilités incroyables. Ça s'est nettement amélioré. Tous les modules de traduction, on y est parti de loin, là. Parce que les premiers balbutiements de Google Translate, pour ceux qui s'en rappellent, c'était assez manuel d'instruction d'IKEA, là. Ouais, mais là, juste faire une brève parenthèse, on parle de Microsoft, donc on parle pas de Google Translate, on parle de Bing Translate. Ah, oh. Et s'il y a bien quelque chose que Bing Translate m'a appris, c'est que ça traduit pas tout, ça traduit pas bien. Ouais, ok, mais en tout cas, on a quand même fait du chemin. J'ai hâte de voir aussi que ça s'enligne dans les prochaines années, bien sûr. Mais ben, rien que les reconnaissances vocales qui transforment la voix en texte, ça fonctionne de mieux en mieux. J'ai des gens avec qui je textais, puis maintenant ils me disaient, ouais, mais pas que je textais, mais que je parlais au téléphone, mais qu'eux, j'essaie de me rappeler, que je textais puis qu'ils se le faisaient dicter dans leur voiture, puis ils me répondaient à vive voix, puis je le voyais en texte, puis je m'en ai jamais rendu compte de l'autre côté. Même chose, mais imagine en sextant. Y a-tu un autre sujet? Sûrement. Oui! Sûrement. Neil Patrick Harris. Oui! Neil Patrick Harris. Oui. Neil Patrick Harris. Yes. J'aime dire son nom. Oui. C'est tout ce que j'avais à Il dire. a pas apparu. Tu l'as dit 3 fois. Ah! Ouais, C'est pas, de miroir. c'est pas Beetlejuice. Non. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu ça, ils ont sorti une biographie de Neil Patrick Harris, OK. mais sous le format livre dont vous êtes le héros. Oh, pour vrai? C'est donc, c'est Neil Patrick Harris, Choose Your Own Autobiographie. Vous êtes la star dans la biographie, dans l'histoire de la vie de Neil Patrick Harris. C'est un petit livre, c'est disponible sur Amazon. Et oui. C'est fantastique. Tu peux faire un mauvais choix et mourir d'une overdose de champignons magiques. C'est bien cool, ça. Et en plus, il a donné c'est pas un mauvais produit fait par des gens cinglés. Ben, du moins, si c'est mauvais, c'est peut-être de sa faute parce qu'il est quand même derrière le projet. C'est pas de la mauvaise fiction. OK, c'est une biographie approuvée par la personne qui est biographiée. Oui, exactement. Comme toute bonne biographie. Qui se respecte, bien sûr. Oui. Oh, c'est le fun, ça. Hey, tu viens de me replonger dans une nostalgie incroyable, ces fameux livres Nos Héros. J'en avais une collection ridicule, en tout cas. C'est quoi ta série préférée? Ben, c'est Défis fantastiques, c'était relativement varié. J'aimais bien Les Loups solitaires. Le solitaire. C'est les Le seigneurs glaive, maniaques. il y avait le glaive de quelque chose qui était trop surpuissant puis qui s'était pogné pas pogné dans le 3e livre, il faisait référence dans tous les autres livres puis tu savais que si t'avais le maudit glaive de sol ou quelque chose de genre, mais tu gagnais tout le temps. Ma série préférée, c'était Sorcellerie, les 4 tomes. Celui que tu faisais de la magie, puis tu débloquais des pouvoirs, puis les pouvoirs te permettaient à la fin de pouvoir passer l'histoire au pas pantoute. Alors, s'il y a une génération qui nous écoute présentement qui ne connaissent pas ces jeux-là, ce ne sont pas des jeux vidéo, ce sont des livres dont les paragraphes sont dispersés sur plusieurs pages. Donc, le paragraphe 1 va dire, vous êtes le héros, est-ce que vous voulez ouvrir la porte? Paragraphe 147. Ou passer par en arrière, paragraphe 443. Et on avait notre feuille de personnage qui était à la fin du livre. Donc, on peut tricher, dire, si vous n'avez plus d'argent, faites telle affaire.
Donc, il y avait des séries de livres comme ça. C'était l'ancêtre du Donjon Dragon sur ordinateur, lorsqu'on Je crois pouvait jouer qu'il y avait seul. des jeux de Donjon Dragon sur ordinateur. C'est ça, ben c'est une version comme single player, si vous voulez, là, dans le fond, d'un jeu de rôle sur table. C'est que tu pouvais jouer seul, dans le fond, c'est le livre qui était ton maître, et toi t'avais ta feuille, et t'essayais de battre les ennemis, puis t'arranges jusqu'au bout. Mais c'était fascinant, c'était, en tout cas pour des jeunes geeks avec beaucoup de temps libre parce que pas d'amis, c'était juste parfait. Je confirme. Donc, ça ressemble à 2h27. Fait que, On pourra prendre une pause publicitaire pour Ouais, pouvoir se ramasser de l'argent puis se payer des chirurgies physiques. Parce que là, présentement, il y a une grosse mode. Là. Il y a des Sud-Américains qui se font faire des chirurgies plastiques pour ressembler à des Coréens. Ah, bon. Fait que on va le faire en pause publicitaire pour se ramasser de l'argent pour devenir coréen visuellement. Et on vous revient dans quelques minutes. Après la pause! Ici Charles Tisser. Vous écoutez CKRL 89,1, la radio des découvertes. De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque! de retour pour la deuxième partie de l'émission des Geeks contre-attaque. Et aussi, on célèbre, on est quand même dans le milieu de notre dernière émission de la saison hivernale, entre guillemets. Là. Oui. Et on débute la semaine prochaine la saison estivale de notre programmation. Ben, c'est CKRL au complet, dans le fond, quand Ben on oui. débute la programmation estivale la semaine prochaine. Ben, techniquement, je pense qu'elle commence lundi. Demain. 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 Donc, On est chanceux d'être sur le bout de la première semaine. c'est ça. Donc, ce qu'on peut vous annoncer, c'est que la semaine prochaine, si vous voulez syntoniser les Geeks contre-attaque, ben, nous serons en ondes à partir de 13h maintenant, le samedi, au lieu de 14h. On Donc, reste la même journée cette fois-ci. On est juste un tout petit peu plus tôt. Donc, pour tous ceux qui avaient hâte, qui se pouvaient plus, qui se levaient de bonne heure, puis tout ça, voilà, votre vue est exaucée. Puis pour les autres, ben, levez-vous, gang de paresseux. Et si vous manquez l'émission, elle sera disponible sur le site YouTube des Geeks Contre-Attaque. Ah oui? Et le podcast sur le site de ckrl.qc.ca. techniquement, 1 heure plus tôt aussi. C'est pas merveilleux, ça? C'est fantastique. C'est fou. On hein? risque de se déplacer dans les maritimes. Hein? OK. Ma joke de fuseau horaire a pas marché, c'est bon. Non. Alors, je pense que c'est maintenant le temps d'introduire Monsieur Laurent Maheu, Ben oui. Maître Maheu, devrais-je dire, qui nous arrive avec quel genre de chronique aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je me suis décidé de pas faire les geektualités parce que Simon les faisait, mais je me suis dit, il y a plusieurs choses dans le domaine geek qui existent, qu'on aimerait savoir, mais qu'on sait pas que ça existe. Alors j'ai trouvé des petits faits geeks. J'en ai une trentaine des choses que vous ne savez pas que vous saviez, des choses que vous saviez pas que vous vouliez savoir, ou des choses que vous saviez pas que ça pouvait se savoir. OK, donc, saviez-vous que, avec Laurent Maheu? Belle façon de le dire. Chronique Internet! Alors ça fit avec le thème parce que j'ai pris mes faits sur Internet. Bien sûr. Alors, la façon, j'en ai plusieurs. Il y en a peut-être que vous savez déjà, il y en a peut-être d'autres que vous apprendrez. Je commence. Il y a du jeu vidéo, il y a de la culture geek, n'importe quoi. On connaît, dans l'époque du Nintendo, le Oui. NES, il y avait le Nintendo Seal of Approval. C'était un saut de qualité que Nintendo imposait Oui. aux gens. C'est pour ça que certains disent que dans le bon vieux temps, les Nintendo étaient meilleurs. Sauf que ce saut de qualité-là venait avec une restriction chez les développeurs de 5 jeux par année. OK. Donc, c'était une restriction pour éviter que le marché soit saturé, un peu comme à l'époque de l'Atari. Ouais, l'Atari, ça avait été terrible. Là. Ça avait provoqué en grosse partie le crash là, des jeux vidéo. Donc, c'est pour ça Nintendo, lui, pour protéger le marché, exigeait pour les gens qui voulaient avoir le Seal 5 jeux maximum, en plus d'un certain niveau de qualité. Un petit, Imagine, oui, c'est 5 jeux par année de limite. Aujourd'hui, Mais- on est chanceux quand on a un jeu ou 2 ans de développeur. Hein. Mais pour parler du crash rapidement, là, les cassettes de E.T. qui ont déterré, ben, vont être vendues aux enchères. Oh! Bon, c'est bon, on passe à autre chose. J'en ai déjà 4. Pourquoi j'en... Le fantastique jeu Shadow of the Colossus Oui. avait été conçu comme un multiplayer collaboratif dans Oui. lequel plusieurs joueurs se seraient joints pour battre des Colossus, mais malheureusement, le PS2 n'était pas assez fort. On a tous ou
on connaît tous Steam, Xbox Live Arcade, le PSN Network. Saviez-vous qu'en 1980, le Atari 2600 avait un service téléphonique pour télécharger des jeux sur la console qui s'appelait GameLine? Un genre de BBS de jeu. Oui, alors on pouvait brancher notre Atari 2600 sur la ligne téléphonique, télécharger des jeux, et ça a été un flop. Non. La série de jeux Dragon Quest, Oui, les Dragon Warriors pour nous, peuple nord-américain. lorsqu'ils sont lancés au Japon depuis les premiers, c'est toujours la fin de semaine parce qu'ils ont remarqué que les gens prenaient des vacances et des congés maladie et que ça causait des problèmes à l'industrie japonaise. Mais au Japon, les 3 gros piliers du RPG, c'est bon les finales, les Dragon Quest, les Shin Megami. Shin Megami Tensei. Ouais. Alors, ceux qui avaient un Sega Genesis, Oui. vous vous souvenez tous du Sega quand ça commençait. Saviez-vous que ça prenait le 1/8 de la cartouche? Donc, tout l'espace qui était réservé pour le jeu, le 1/8 était bloqué pour ce simple son-là. Oui, parce qu'un fichier audio est beaucoup plus gros que des petites images. Mais pourquoi ils l'ont pas mis sur la console? Je sais pas, je pense que ça a été décidé trop tard. Alors, on connaît tous Tomb Raider, Lara Croft, mais Oui. originalement, elle serait appelée Laura Cruz. Elle aurait été d'origine latine. C'est l'oracleuse. Et un fait qu'on connaît peut-être un peu tous parce que c'est une petite inside dans le milieu, mais la raison pour laquelle elle a des atouts aussi avantageux, c'est qu'un designer avait fait de grossir par erreur ses seins à 150%, et le designer du jeu a dit on le garde. C'est des trop gros triangles, ça. Non, on regarde les triangles. Alors si vous jouez à Street Fighter 2, Oui. et que vous avez des personnages comme Chun-Li et E-Honda, ils ont tous les deux un pouvoir que quand t'appuies, ça fait des coups de poing ou des coups de pied. Le record mondial pour appuyer sur une touche de manette est à 16 fois par seconde. Oh, ok. Alors, essayez de le faire mentalement, là. Par seconde, 16 fois. 16 fois, j'ai c'est mal. énorme. 16 par sec. Oui, 16 par sec, bien dit. Wow. Je sais que j'ai des amis qui utilisaient des briquets pour aller plus rapidement sur les Une manettes manette de turbo Nintendo. marcherait-tu? Peut-être. Ben, Je on pense que jouait- c'est triché. Quand on jouait à Track and Field dans le temps des Jeux d'Olympique, il fallait que tu pitonnes tout le temps, tu venais brûler. On avait différentes techniques. Enfin, Les jeux Metroid, la série. oui. Récemment, Nintendo a sorti pour Legend of Zelda un gros livre avec la ligne du temps officielle, mais il n'y a pas encore de ligne du temps officielle pour Metroid, mais il y a des gens qui ont été capables de le faire. Le premier, chronologiquement, c'est le Metroid au Nintendo, qui serait suivi de Metroid Prime au GameCube, les 3, Oui, la série. qui serait suivi de Metroid 2 au Game Boy, Ok. de Super Metroid, et qui se terminerait par Metroid Fusion. Okay. Donc- Puis M Puis là-dedans. il y a eu- Otarem, moi. Non, il n'existe pas, lui. Alors, un petit fait que peut-être que plusieurs personnes connaissent, Mario de Super Mario Bros. N'a Oui. pas de nom de famille. C'est pas Mario? Non, en c'est fait, le film, ça. Nintendo a toujours décrété que Mario n'avait pas de nom de famille, en dépit du fait que dans l'horrible film de L'horriblement savoureux, faudrait dire. Donc c'est ça, dans ce film de Mario Bros là, c'était Mario et Luigi Mario, parce que c'est les la frères seule Mario. façon qu'on pouvait justifier les frères Mario. Ouais. Alors, Capcom, savez-vous ce que ça veut dire? Captain Commando? c'était Non, le- Capsule Computers. Oh. Ok. Capcom Capsule Computers. Ben oui, c'est logique. Comme je vous dis, c'est des petits faits, là. Oh, Pensez pas ouais. que vous allez vous coucher plus intelligent ce soir, mais pourquoi pas. En Nouvelle-Zélande, si vous avez le jeu Manhunt, Ouais, c'est criminel. un crime. Hein? Quoi? Oui. Il est banni. En Nouvelle-Zélande, le jeu Manhunt, qui est un jeu qui, à part le fait que c'est violent, puis que il est pas extraordinaire, mais il était allé chercher quelque chose. C'est un mais jeu de Rockstar, je pense, c'est un des premiers jeux qu'il avait fait en dehors de la série GTA là, à l'époque. très violent, mais Ouais. en Nouvelle-Zélande, posséder le jeu, c'est un crime. Ben, Ils sont rendus loin quand tu dis que ce studio-là a commencé avec des jeux comme Lemmings. Ouais. Mais Manon, je me rappelle, j'avais été troublé par quand tu tues quelqu'un avec un sac de plastique. Après, j'étais comme oh, ok, là, ça va un petit peu intense. C'est drôle de tirer avec des guns sur des polygones, mais on dirait que d'étouffer quelqu'un avec un sac de plastique, je me suis senti mal à l'aise. C'est pour ça qu'il est banni là-bas. Probablement. Dans le jeu Space Invader, le jeu où on joue Oui. un petit vaisseau dans le bas qui pitch des affaires et que les aliens descendent. De gauche à Ils droite. faisaient ça pour aller sauver leurs enfants qu'on avait kidnappés puis on le savait pas. En fait, on le saura pas. Mais quand plus le jeu avance, plus ça va vite. Ouais. Ça, c'est un bug.
Oui, je sais. C'était pas voulu C'était- qu'il aille de plus en plus vite, mais ils ont trouvé ça bon. Ben et oui, ils l'ont ça rajoute un conservé. degré de difficulté. C'est parce que moins qu'il y avait d'ennemis dans l'écran simultanément, plus l'ordi roulait mieux, donc il accélérait. Parce que la vitesse originale, c'était la vitesse finale. Mais quand il y en avait beaucoup dans l'écran, ben là, ça ralentissait. Mais, peu importe. Imaginez un monde dans lequel Atari ne s'appelle pas Atari. Atari, à l'origine, voulait s'appeler Zizigzy. S-Y-Z-Y-G-Y. J'ai un Ziziggy 2600. Ce qui voudrait dire, selon, c'est une éclipse totale entre la Lune, le Soleil et la Terre, comme les trois en ligne droite. Ok. Malheureusement, lorsqu'ils ont fondé la compagnie, il y avait une compagnie de toiture qui avait déjà ce nom-là. Et ils sont obligés de prendre un autre nom. Ils ont choisi Atari. Qui veut dire pas d'éclipse, pas en tout. Qui, de ce que je lisais, est un mouvement ou une partie du jeu Go, le jeu japonais. Alors, Activision, en 1980, je dis la date parce que ont inventé les badges et les accomplishments, ce qu'on a maintenant sur Xbox Live, n'importe quoi. Les trophées et les achievements. ouais. Alors, à l'époque, on pouvait prendre des photos de nos records à la télé. Donc, on prenait une photo de la télé, on l'envoyait et ils envoyaient des badges à coudre, comme un peu les scouts, que les gens pouvaient ensuite montrer pour dire « Hey, regarde, j'ai eu le record dans tel jeu ou tel jeu. » Ouais, ben, il y avait certaines compagnies, justement, tu prenais une photo de ton haut score, puis si tu battais certains jeux, certains settings, ils disaient, envoyez-nous une photo, on va vous envoyer un cadeau. Ben, ça doit être, Oui, donc eux auraient été les premiers en 1980 à le faire. D'ailleurs, c'est drôle que tu parles d'eux tout de suite après Atari, parce que Activision, en réalité, c'est 2 développeurs d'Atari et un gars du marketing qui ont parti une compagnie parce qu'ils étaient tannés de pas pouvoir mettre leur nom sur les cassettes. Oui. Alors, ça, c'est un peu plus connu, mais dans Super Mario Bros. 1, lorsqu'on lisait le livret, on apprenait que King Koopa, qui allait s'appeler Bowser dans le futur, avait kidnappé la princesse et transformé tous les habitants du Mushroom Kingdom en briques et le terme, je me souviens pas, mais en horse flower. Donc, c'est les fleurs et les briques dans Mario Bros, selon le mythos original, ce sont des habitants du Mushroom Kingdom. Que l'on frappe sauvagement pour les détruire, pour les vider. Donc, Mario est un tueur en série. Oui, ça c'est un peu plus connu, mais il expliquait, et la princesse, à l'époque, c'était la seule qui pouvait retransformer le royaume en autre chose que de la brique. Je pense que ça voulait justifier aussi pourquoi est-ce qu'il y a des briques partout. Quel royaume fantastique et magique, tu sais. En 1995, Oui. Windows 95 était le 2e logiciel le plus installé sur les PC. Après, savez-vous quoi? Ça me dit de quoi, ça? Alors, Doom. Doom, en 1995, était plus souvent installé sur les ordinateurs que Windows. Alors, on parle d'une époque, évidemment, où on devait redémarrer en mode DOS pour démarrer la majorité des jeux. Ben Moi, oui. j'avais certains jeux qui demandaient des disquettes de démarrage spéciales pour avoir uniquement les choses nécessaires, sinon il n'y avait pas assez de mémoire. J'ai géré de la mémoire EMS puis j'ai pleuré. Alors, j'arrive dans le dernier 1000 de mes petites choses que vous saviez pas, que vous pouviez savoir. Lorsque le jeu Deus Ex est sorti en l'an 2000, dans le paysage new-yorkais, il n'y avait pas de World Trade Center. Lorsque les développeurs du jeu se sont fait poser la question pourquoi ils avaient pas mis, je soupçonne que c'est un oubli. Ils ont dit, c'est des terroristes qui les ont détruits. En 2000. L'année avant. Oh, malaise. Et je termine avec Blizzard et Diablo. Oui. Saviez-vous que Blizzard n'avait pas fait Diablo? Ils ont acheté le Blizzard studio Nord, ouais. qui s'appelait Condor. Et ils l'ont renommé Blizzard Nord pour avoir la licence qui allait devenir Diablo. Donc, ils l'ont jamais fait, ils l'ont juste acheté. Et donc, c'est une des plus grosses franchises là, du style. Oui. Hey, merci pour ce... toi aussi, tu nous as Toutes donné ces un sac à choses-là balises. que vous ne saviez pas, que vous pouviez savoir, maintenant vous savez un petit peu plus. Ouais, c'est ça. Puis si vous en saviez au travers, ben ça fait juste comme reconfirmer vos connaissances. Donc, hey, c'est parfait, merci. Hey, on passe une autre petite pause musicale. Oui. Ben oui. Mais moi, j'ai plus de chansons. Chanson de la semaine 2. Non, t'as plus de chanson, mais Simon en a une! Oui, mais je vais être extrêmement sombre pour l'instant. Je vais ne pas nommer la chanson. Je ne vais pas nommer d'où ce que ça vient tout de suite parce qu'on va en parler au retour de la chanson. Mikey, tu nous mets la pièce numéro 6 dans la liste que je t'ai donnée. D'accord. Et dans quelques minutes, environ 3 minutes, je vais vous parler de ça un peu plus en détail. Yes. Au retour au Geek Contre-Attaque.
Mais qu'est-ce qu'on vient d'entendre, Simon? Oui, je voulais pas vous parler c'est quoi qu'on avait écouté, mais ceux qui ont suivi les jeux vidéo dans les derniers mois ont reconnu la chanson qui était utilisée pour la promotion du jeu Transistor. Donc vous venez d'entendre Vanishing Points par Darren Korb du jeu Transistor. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi cette chanson-là d'après vous? C'est difficile. Chronique Jeux vidéo! Oui, je voulais vous en parler la semaine dernière, mais bon, depuis la sortie de Bastion et après un jeu que j'avais adoré, quelques mois plus tard, ils ont annoncé un jeu qui allait s'en venir et ça a été très long entre la première fois qu'ils l'ont annoncé et la sortie du jeu, mais il y a pas mardi la semaine passée, mais mardi précédent, Transistor est sorti sur PC et PlayStation 4. Donc, ici, on parle de studio Supergiant, qui avait, comme je viens de dire, fait Bastion. Donc, c'est des jeux dont la voix et la musique sont quand même très importants à l'intérieur. Ils servent vraiment carrément à la structure narrative de l'histoire puis du gameplay. Je voulais vous en parler la semaine dernière, mais j'avais pas fini le jeu. Je voulais finir le jeu au moins puis commencer une nouvelle partie pour avoir une meilleure idée. J'ai fait le tour du jeu, j'ai fait presque tous les challenges, j'ai fait beaucoup de choses à l'intérieur et je ne regrette pas du tout mon 20$. Et voilà, j'ai déjà vendu la mèche. Qu'est-ce que Transistor? C'est un jeu tactique. Donc, vous contrôlez un personnage, troisième personne, caméra isométrique. Isométrique, Ouais. oui, plus que troisième personne, à l'extérieur. Et bon, à tout moment, vous pouvez poser le jeu, faire des actions qui coûtent un certain nombre de points d'action dans une barre que vous remplissez, exécuter les actions pendant que les ennemis sont posés. Donc, le temps imposé, ça vous permet de faire plein d'actions. Et là, après ça, vous êtes vulnérable jusqu'à ce que vous êtes prêt à réutiliser votre barre d'action. L'histoire, vous jouez Red, qui est une chanteuse qui a perdu la voix suite à une attaque par des assassins dans la ville de Cloudbank. C'est dans un contexte science-fiction, c'est C'est ça? art déco steampunk électro-futuriste. À la Blade Runner, genre? Oui, mais moins dark. La Ok. ville de Cloudbank est une sorte d'utopie d'artistes et de créateurs. C'est une ville qui, à tout moment, il y a des votes populaires et dit on est tanné des ponts, on veut des tramways partout. Et la ville change selon le vent et les marées des désirs de la population. Et bon, ça fait pas plaisir à tout le monde. Il y a des gens pour qui les changements et ces choses-là, ça les tanne. Ils veulent un monde plus fixe, plus stable. Et ça crée une sorte de groupe de dissidents à l'intérieur de la ville qui attaquent certaines personnes, des architectes, des programmeurs, des choses comme ça, et qui sont la cible, dont vous jouez Red, comme je vous disais, la chanteuse. La chanteuse. La chanteuse, oui. La chanceuse. J'ai dit la chanteuse. Au moment où elle se fait attaquer par une genre d'épée étrange qui s'appelle le Transistor, il y a quelqu'un qui vous sauve. L'épée est dans la personne et lorsque vous arrivez là, vous retirez l'épée de la personne. L'arme de cette personne-là, qui au début on ne sait pas c'est qui, est à l'intérieur de l'arme. Ceux qui ont joué qui vont jouer la version PlayStation 4, il y a quelque chose de très intéressant. L'arme à l'écran, quand elle parle, l'arme, la lumière, elle a des effets de lumière puis de couleurs. Et si vous jouez sur la PlayStation 4, la barre de lumière sur la manette va prendre les mêmes couleurs que l'arme et la voix du personnage va pas sortir de vos speakers de télévision, mais va sortir de la manette. Parce qu'il y a il y a un petit haut-parleur à l'intérieur. Donc, vous avez l'impression de tenir l'arme qui vous parle. Ça sonne comme un gadget, mais pour l'immersion, c'est extrêmement efficace. Oh, ok. Donc, le jeu veut que vous expérimentiez pour découvrir un peu plus. Chaque nouvelle habilité que vous obtenez peut être soit une attaque, soit un modificateur d'une attaque qui existe, ou un bonus passif. Et chacun de ces rôles-là donne un peu d'histoire sur un personnage. Donc, vous devez absolument équiper chacune des attaques dans chacun des points d'équipement différents si vous voulez obtenir toutes les informations sur le jeu. Donc, ça fait qu'à tous les 2 combats, vous avez complètement refait vos actions, vous avez complètement refait vos tactiques. Ça vous force à changer à tout moment. Ça garde le jeu frais parce que oui, c'est sûr que c'est souvent des mêmes ennemis qui reviennent, mais dans des groupements différents. Mais le fait qu'on vous incite à changer vous-même vos tactiques entre chaque combat, ça vous force à penser différemment un petit peu partout. Je vais pas voler d'histoire, mais c'est intéressant. C'est un jeu qui ne répond pas à toutes les questions. Exemple, qui est la voix dans le Transistor? On découvre c'est quoi sa relation par rapport aux autres personnages, mais il n'y a pas de nom. On voit pas qui était cette personne-là avant sa mort. C'est juste des choses qui sont sous-entendues, qui sont quand même relativement claires, mais on veut pas absolument tout répondre. Beaucoup des informations viennent aussi du fait que vous devez les chercher dans les fichiers qui se débloquent. Le jeu, pour une vingtaine de dollars, va vous prendre 6, 8, 10 heures, dépendamment à quel point vous voulez vous promener partout.
La trame sonore est complètement folle. Vous jouez une chanteuse, donc, même si elle n'a plus de voix, à tout moment, il y a un bouton sur votre manette qui vous permet de hummer, dans le fond, de chantonner par-dessus la musique qui joue en arrière-plan. Okay. Donc, la personne qui fait la voix de la chanteuse, pour certains moments, a enregistré des chantonnements sur toutes les pièces du jeu qui peuvent à tout moment être utilisées, puis ça sert même dans les mécaniques de jeu. Il y a une place, il y a plein d'ennemis, puis l'épée vous dit Red, je pense qu'ils sont là pour toi. Et si vous tenez le bouton de chant, les ennemis arrêtent et puis ils se mettent à vous applaudir comme s'ils étaient venus t'écouter. Il y a plein de petits détails. C'est un jeu qui a été très long à développer, parce que ça fait longtemps qu'ils l'ont parlé, mais il a été fait, on voit, avec beaucoup d'amour. Comme je vous disais aussi avant, la chanson, toute la trame sonore faite par Darren Korb. En plus, ils ont engagé une chanteuse pour faire certaines pièces chantées et la voix de Red. Mikey? Oui. Peux-tu nous mettre un petit extrait? C'est la chanson qui a été entendue dans d'autres éléments promotionnels, mais elle sort très bien. On va mettre quelques instants de In Circles, la 10e pièce de la trame sonore. Okay. Ça va vous donner un petit peu une idée de la voix de Ashley Barrett. Donc ici, on a une qualité de production radiophonique dans un jeu qui, soit dit 100%, est de catégorie plus petite, plus indépendante. C'est quand même très impressionnant. Puis certaines des pièces qu'on avait dans les bandes-annonces de promotionnels d'ailleurs me faisaient penser à du Muse. Oui. Chanté par une femme, ce qui est un vraiment bon compliment. Moi, là. ça Je suis un vient gros me fan de rappeler Muse. énormément l'époque du trip-hop des années 90 avec Portishead. Donc, Bref, juste c'est du bon. La trame, regardez, j'ai le poil des bras complètement hérissés à avoir écouté ce petit extrait-là. C'est exactement comme Bastion, c'est très émotif comme histoire. Ça traite de beaucoup de thèmes. C'était un jeu, honnêtement, je l'attendais depuis très longtemps et c'est mon coup de cœur de l'année jusqu'à présent. Si vous avez une PlayStation 4, je vous dis allez chercher la version PlayStation 4 plutôt que PC, à cause le petit gadget donne un petit bonus au jeu, mais toutes les versions doivent être incroyables. Je me suis payé la trame sonore à 10$ pour 70 minutes de musique, ça vaut la peine aussi. Une super grosse recommandation, fait que je vais vous donner 10 épées parlantes sur 10. Oh, c'est sûrement plus que dans Skyward Sword. Ouais. Les effets parlantes, c'était moins populaire, celui-là. Mais d'ailleurs, je vais me faire Oui. une brève parenthèse pour apporter une précision. Vas-y. Dans le premier, on a le narrateur qui De est Bastion, une voix de Bastion, pardon, dans le premier jeu de cette compagnie, donc qui est à l'extérieur et qui décrit des choses soit direct, tandis que là, le narrateur est dans l'épée, donc c'est un personnage qui vit l'histoire en même temps que vous, et il est pas omniscient. C'est ça, il est Non. pas à l'extérieur de tout en train de Il se trompe, juger. il fait des erreurs. À un certain moment donné, il y a des éléments qui viennent rendre... Il est comme sous parce qu'il y a des éléments électromagnétiques qui affectent le transistor. Et puis la lumière de l'épée change, puis de la manette. Et puis il parle comme s'il était sous. Puis il fait des genres de confidences, des choses de même. Parce qu'il est comme quelqu'un qui aurait trop bu. Donc l'épée est un des personnages les plus humains que j'ai vu depuis longtemps dans un jeu, là. Oh, ben très intéressant. Alors, Moi, Transistor pour 20$ sur Ouais. PC et PlayStation 4. Exactement. Ben je pense que c'est ce qui mettrait fin à l'émission d'aujourd'hui. Ben oui, ça va être tout feu tout flamme avec Brice qui s'en vient incessamment. Oh, Brice est in the house. Eh. Donc, ben merci beaucoup. Alors, la semaine prochaine, n'oubliez pas, les Geeks Contre-Attaque, on commence à 13h au lieu de 14h. 13h. Donc, 13h les samedis pour tout l'été. Alors, merci Simon. Merci Eric. Merci Laurent. Ça fait plaisir. Merci Mikey Boy. Ben de rien. Et merci à toutes vous autres les auditeurs. Et je vous souhaite bonne semaine. Salut les geeks. You're living in a bubble and you haven't got a care. Well, you're gonna be in trouble 'cause they're gonna steal your air. 'Cause what you got is what we need and all we do is dirty deeds. We're the Space Force. Watch out, we're the Space Force. We're the masters of space. Don't mess around. With the Space Force.